Demain, tu sais pas sur quel pied tu vas danser. Et pour moi, c'est ça qui fait l'artiste. Un artiste qui sort un morceau, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Tu peux aimer, mais l'excitation, elle est pas... Il n'y a rien d'excitant. Il y a des artistes qui t'excitent. Tu sens qu'ils ont une large palette, tu sens qu'ils vivent leur truc, etc. Et c'est à cette table que je veux m'asseoir. Salut tout le monde, c'est Raphaël Dacruz, bienvenue dans cette nouvelle interview carrée, l'entretien en 4 parties pour en apprendre plus sur vos artistes. Aujourd'hui dans le fauteuil juste en face de moi, on va recevoir Joker, on va parler avec lui de son nouvel album, de sa musique, de plein de choses comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec son actu. Salut Joker. Salut, ça va? Ça va et toi? Nickel, hein. On te reçoit à l'occasion de la sortie de ton nouvel album, 6ème République. Ouais. C'est ton 4e album studio si je me trompe pas. Ça. Et c'est ton 2e sortie cette année, parce qu'en début d'année tu avais sorti Jacques Chirac. Jacques Chirac. Je me suis demandé du coup si cet album tu l'avais enregistré dans la foulée de Jacques Chirac, donc 6ème République, ou c'est des choses que tu avais enregistrées en même temps. Et tu vois, dans quelle démarche créative tu étais au moment de l'enregistrement de cet album? Je l'ai enregistré à la suite parce que Jacques Chirac il est sorti pendant le confinement et j'étais en studio et je me suis pris une baffe par rapport au confinement, donc j'ai pas lâché. Il y en a qui restent, qui s'apitoient, qui restent dans leur coin. Il y en a qui se lèvent. Je fais partie des gens qui se lèvent et qui font. Et j'ai travaillé le confinement. J'ai eu la chance d'avoir un studio à disposition. J'ai appris à faire mes prises de voix, etc. Et let's go. Donc tu es devenu encore plus autonome. Encore plus autonome. Dans ta manière de produire ta musique. Dans ma manière de produire ma musique et plus profond dans ma manière d'aborder mes thèmes musicaux. Voilà. Tu dirais du coup que cet album 6ème République, il est dans la continuité de tout ce que tu avais avant, ou il y a une petite nuance, quelque chose de nouveau pour toi? Il est dans la continuité, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus travaillé, vu qu'avec le Covid, nous, dans la dictature, on est beaucoup en tournée. Notre train de vie, il est beaucoup sur la route. Aujourd'hui, on est dans un ère où on nous a coupé notre train de vie. Clairement. Donc je me suis un peu plus attardé sur la conception musicale, ce que je faisais beaucoup déjà à l'époque, mais là, c'est vraiment... J'ai vraiment été pointilleux. Il y a une chose qui n'est plus dans la continuité, c'est le titre de l'album. Ouais. On n'est plus sur un jeu de mots avec ton nom d'artiste, on est sur 6ème République, avec en plus cette pochette où on aperçoit Assa Traoré. Qu'est-ce que tu as voulu dire justement à travers ce titre et cette pochette? On est toujours dans la continuité, vu qu'en fait chaque nom d'album c'est par an. En 2020 c'est Jacques Chirac. L'album il aurait pu s'appeler Jacques Chirac, la 6ème République. Il y a toujours ce lien avec... la présidence. Avec la présidence. Ok, ouais. Et cette pochette, pour moi, c'est... à la sortie du projet, c'est le début de la 6ème République. C'est comme ça que commence la 6ème République avec Assa Traoré en présidente. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, justement? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie un changement, ça signifie un nouvel ère, ça signifie la fin de certaines choses et le début d'autres choses. Dans mes rêves les plus profonds. Et c'est ce que j'aime mettre moi en chanson. Mettre mes rêves en chanson, en images. Et c'est ce que je rêve de voir, tout simplement. Dans le monde dans lequel on vit, on est gouverné par des gens qui ne sont pas forcément en relation avec ce qu'on vit, ce que le peuple vit. Et pour moi, une femme comme Assa, c'est totalement, pour moi, une personne qui pourrait gouverner le truc. Par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport au combat qu'elle mène, on s'aperçoit que elle n'a pas abandonné. Et tu sais qu'elle n'abandonnera jamais tant que justice ne sera pas faite. Et voir quelqu'un qui se bat de la sorte, t'as qu'une seule envie, c'est de rejoindre la meute. T'as toujours eu cette envie de parler de sujets sérieux dans ta musique? Je pense par exemple à un morceau comme ça, à La poursuite du bonheur par exemple, c'est des sujets, c'est un titre qui aborde des sujets sérieux. Même si tu avais toujours ce côté rockstar, tout à l'heure tu disais tout le temps sur la route, tu as toujours ce truc-là complètement assumé. Mais là, on sent qu'il y a une volonté encore plus claire de porter ce message-là. Ouais. À travers cette pochette et aussi à travers certains titres de cet album-là. À travers, mais parce que aujourd'hui c'est devenu plus chaud. Genre quand tu vois comment les journalistes politiques, comment ils... l'aise qu'ils ont de pouvoir dénigrer certaines communautés, etc. dans les médias, tu te rends compte que moi, j'ai entendu certains propos en 2020 que j'ai jamais entendus, moi, en grandissant ici dans ce bled, et tu t'aperçois que ça devient de plus en plus méchant, de plus en plus profond. Donc moi, même dans mes propos, je me devais d'être aussi à la hauteur des attaques qu'on subit tous les jours, c'est ça.
On parlait de continuité, il y a une vraie continuité en tout cas avec les albums précédents, c'est qu'il y a toujours cette envie chez toi, on le sent, de faire des explorations musicales, d'être éclectique dans tes choix. Du coup, je me demandais comment ça fonctionne. C'est toi qui as des envies particulières à un moment T, ou est-ce que tu réagis aux propositions musicales que t'envoient les producteurs avec qui tu travailles? J'ai des envies particulières. Je bosse souvent avec les mêmes compositeurs, donc on est souvent sur la même longueur d'onde et on écoute souvent les mêmes morceaux. Les recherches, elles sont facilitées par ça, par le rapport que j'ai avec mes compositeurs, tels que Shadow, S-Boy, Thomas, Medellin. En fait, il suffit d'être sur la même longueur d'onde avec le compositeur, l'humain, le côté humain. Et moi, dans ma manière de bosser, j'aime la musique, tout simplement. C'est-à-dire tenter des choses, etc. Pour moi, c'est ce qui m'excite le plus quand je suis en studio, quand je suis chez moi. Parlons un peu des featuring de cet album. On retrouve Sosomanes, Laylo avec qui tu avais déjà travaillé, Goldie Money. Goldie Money, le Juice, Chiche, ROC, La Dictatrice, Mallory, Sheila. Moi, je voulais justement parler des featuring féminins. C'est un peu une constante aussi chez toi, d'avoir des femmes qui viennent pas seulement pour faire un refrain, tu vois. Il y a une vraie collaboration. Elles viennent faire des couplets, etc. Sheila, c'est le cas, tu as déjà travaillé avec elle. Le Juice aussi. Toi, justement, là, on parlait de musique juste avant. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches, justement, peut-être cette complémentarité avec des voix féminines? C'est ça qui t'intéresse? Parce que moi, j'estime qu'un mec et une meuf, on pense pareil. C'est juste un manque de communication. Par exemple, dans ce que je vais dire dans mes chansons, il y a des choses que, pour certaines personnes, peuvent me qualifier de vulgaire, etc. Mais quand ça sort de la bouche d'une femme, ça a un autre sens. Et c'est ce que j'aime. Il y a des mots... Une femme, c'est ce qu'on protège le plus, c'est ce qu'on chérit le plus, nous, en tant qu'hommes, c'est ce qui est le plus vulnérable. Ça veut dire on a un instinct protecteur. Et le fait de mettre des femmes en avant qui tiennent à peu près les mêmes propos que moi, ou bien des fois qui vont à l'encontre de ce que je dis, ça rajoute cette touche d'humanité dans mes morceaux. Et pour moi, il n'y a rien de plus vrai, rien de plus frais que ce que je dis, ma vision, mais dans différents angles. Et c'est ce que je kiffe. Moi, les voix féminines, c'est ce que je préfère dans la chanson. Et partager tout ça avec des artistes talentueuses, il n'y a rien de plus beau, pour ma part. Avant de passer à la rubrique suivante, j'aimerais te poser une question que je pose à tous les artistes qui passent dans cette émission. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier sur cet album-là qui sort du lot pour toi, auquel tu as un attachement particulier? J'aime tout l'album. En fait, moi, j'enregistre beaucoup, comme je dis souvent, j'enregistre énormément. Et il y a même des morceaux que je kiffe de ouf, mais qui ne rentrent pas forcément qui ne s'intègrent pas vraiment dans le tracklisting, ce qui fait que je retire, mais de ce que... En général, quand je fais, c'est que je kiffe. Et j'ai pas vraiment de chouchou, c'est tous mes... Ils sont tellement différents les uns des autres, en plus. En gros, si je faisais un projet avec des morceaux qui se ressemblaient, qui étaient un peu similaires, ouais, peut-être que j'aurais des préférences sur un truc, mais ils sont tellement différents que chacun dans leur style, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ben, on va rentrer dans le cœur de l'album, dans la rubrique suivante qui s'appelle Les mots. Ok. Joker, deuxième rubrique de cette interview carrée, les mots. J'ai écrit sur les fiches en face de toi des lyrics de l'album Sixième République. Tu les lis les unes après les autres et on discute un petit peu de ce que tu as voulu dire dans tes morceaux. Ok. Tu ne vaux rien sans euros. Je vais la faire en chantant. Vas-y. Tu ne vaux rien sans euros. La vie est dure pour un jeune négro. La vie est dure pour un jeune rebeu ou un jeune blanco des quartiers pauvres. Les quartiers pauvres sont des quartiers chauds. Quand l'homme a faim, il se transforme en fauve. C'est quel morceau ça? C'est Je vous dis merci, l'intro. Exactement, l'ouverture de l'album. Il est dur pour un jeune rebeu ou un jeune blanco des quartiers pauvres. Les quartiers pauvres sont des quartiers chauds. Quand l'homme a faim, il se transforme en faux. Ça m'a un peu rappelé pour mes supporters, Ouais. d'une certaine manière. Cette manière de vouloir être reconnaissant envers les gens qui te supportent. Avec une petite nuance dans celui-là, c'est que tu parles aussi des gens qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues. Dans les roues, exact. C'est parce que je pense que dans chaque milieu, on le vit tous. Quand tu essayes de sortir d'un endroit, les gens vont te pousser, parce qu'il y a rien de mieux. Mais il y a des gens qui vont quand même essayer de te conserver dans la merde dans laquelle tu es, et il n'y a rien de pire. J'ai voulu souligner par là que c'était pas... que ça pouvait venir de partout, mais que c'était un... C'est encore plus vrai peut-être quand tu viens de quartier difficile. Dans les quartiers difficiles, c'est un fait. C'est réel, c'est encore là. Des mecs qui t'ont vu grandir, pas forcément des mecs avec qui tu as grandi, des mecs qui t'ont vu grandir le jour où tu commences à shine un peu. Tes premiers jaloux, les premiers envieux sont les mecs qui t'ont vu. Mon expérience personnelle, les gens ils savent que je viens de Chevaleret, je suis bâtiment 5.
Dans le 13e arrondissement de Paris. 13e arrondissement. Des mecs qui vivent dans la cité, je suis le seul rappeur qui vit dans la cité, qui a vécu dans la cité. Tu t'aperçois qu'il y a des gens mal intentionnés. Il y a des gens mal intentionnés, les gens savent dans quelle souffrance j'ai vécu. De tous les mecs qui avaient autour de moi de ma génération, je pense que je suis le mec qui a le plus galéré avec ma mère et mes frères. Et tout le monde en est témoin. Et le jour où ça a commencé à marcher un peu pour moi, wesh, bam, j'ai vu En gros, les mecs, ce que vous voulez de moi, c'est que je reste ici avec ma mère, que les huissiers viennent encore et encore et encore. Là, on peut être potes, mais à partir du moment où ça commence à aller bien pour moi, tu t'aperçois que les gens commencent à changer, et c'est ça qui est compliqué. Quand t'es le seul rappeur, parce qu'il y a des rappeurs qui parlent de cité, mais qui n'y vivent pas. T'es un personnage ici, t'es un figurant. Et il y a les mecs qui le vivent, le truc. Et je fais partie des mecs qui vivent le truc. Qui en est très rare. Et c'est pour ça que dans mes musiques, j'aime glorifier ce truc. Je pourrais le faire 10 fois, mais ce serait... Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vendre du ghetto aux gens du ghetto. Moi, j'ai grandi dans le ghetto. Parce que les mecs qui m'ont fait, qui m'ont donné envie de faire de la musique, c'est les mecs qui m'ont vendu du rêve. Les mecs qui m'ont montré que je pouvais m'en sortir. Je suis totalement dans cette démarche. On passe au suivant. Terrible. Que je roule en Mercedes-Benz, que j'ai démarré là au pied. Ici, il n'y a pas de suspense. Quoi que je fasse, je suis suspect. L'officier qui va me buter ne sera jamais inculpé. Tout ce qu'on veut, c'est le respect. Pas de justice, pas de paix. Quel morceau? 6ème République. Que je roule en Mercedes-Benz, j'ai démarré là au pied. Ici, y a pas de suspense. Quoi que je fasse, je suis suspect. Le morceau titre de Le l'album. morceau éponyme de l'album, c'est... On est encore dans la continuité de Je vous dis merci, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que le peu de réussite sociale que j'ai eu pour le moment, je reste toujours un noir, je serai noir toute ma vie. Ça changera jamais ça pour toi? Ça changera jamais par rapport au regard de certaines personnes, au regard de... Comment on me voit tout simplement. Un noir partout, il se déplace, il se pose des questions avant d'agir, avant de faire, etc. Et c'est ce que j'ai voulu souligner dans cette phrase, c'est que je roule en Mercedes-Benz, j'ai démarré là au pied. Genre, il n'y a pas de suspense, quoi. Je serais toujours pointé du doigt. Il y avait Sniper à l'époque. Pris pour cible? Pris pour cible. Toujours catalogué, coupable à chaque fois. C'est un truc, c'est... Quand j'étais petit, ce refrain me venait souvent en tête. Il est trop vrai. Il y en avait plein, des phases qui sont un peu similaires à celle-là, de Kerry James, qui est toute simple. C'est partout sur Terre, c'est chaud d'être un négro. C'est qu'on peut parler de ça en France, comme aux États-Unis, en Afrique même. Il y a certains endroits où je serais... moins bien reçu qu'une personne d'une autre communauté. C'est ce que je trouve dommage. Puis dans ce morceau aussi, tu reproches à certaines personnalités qui ont une plateforme, tu vois, qui ont justement une crédibilité, une célébrité, de ne pas utiliser ça pour justement parler de ces sujets-là. Quand tu fais une musique qui vient du ghetto, rends aux gens du ghetto, et même si tu ne viens pas du ghetto, à vrai dire. Je pourrais te citer l'exemple de Frank Sinatra, qui avait un band entièrement de noirs, et des mecs qui ont œuvré pour la communauté noire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils pratiquaient de la musique noire. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je suis un mec qui est fan de Las Vegas. Il faut savoir que si aujourd'hui les noirs peuvent dormir dans des hôtels à Vegas, c'est en partie grâce à Frank Sinatra qui est implanté avec la mafia et qui a fait comprendre, hey, les gars, si vous voulez que je continue à chanter dans vos casinos, dans vos hôtels, il faut que vous laissiez mes frères noirs dans les mêmes conditions que moi. Et Frank Sinatra n'est pas noir. Pratiquer à un moment donné dans sa carrière une musique qu'on appelle la musique noire, qui est aujourd'hui l'ancêtre du rap, et qui a œuvré pour que les gens qui ont créé ce courant musical et qui vivent tout simplement ce courant musical soient respectés à la même valeur que lui. Le rap, c'est devenu mainstream, donc ils veulent être aimés par tout le monde le plus possible. Mais c'est pas ça le but. Le but d'un artiste, c'est de donner de l'amour. Avant de devenir mainstream, pour la plupart, l'amour qu'on ressent en premier, c'est les gens du ghetto qui nous le donnent. On passe au suivant, vas-y. Ok. Musique à fond dans le check, ta mère rouspète, cette pute suspecte, pipi dans le bas de 7 jours sur 7, les keufs en quête, poudre d'escampette, je me retrouve au bled sur un compète. Ouais. Quel morceau? Kick like bang bang. Avec Laylo. Avec Laylo. Musique à fond dans le check, ta mère respecte, cette pute suspecte, j'bibi dans le bas de 7 jours sur 7, les keufs en quête, poudre d'escampette, je me retrouve au bled sur un compète. 225 comme jamais. Eh oui, c'est un peu un contre-pied après Gangster et Gentleman, ce morceau. Ouais. C'était beaucoup plus doux. Qui était beaucoup plus Là, c'est un truc beaucoup plus Kaira, quoi. Mais c'est là où j'aime bien, moi, montrer toute la palette que j'ai en ma possession pour faire de la musique. Et c'est tout à fait moi. Gangster et Gentleman, c'est moi. Kick Like Bang Bang, c'est moi.
j'aime turn up, j'aime la vie tout simplement. Donc ma musique, elle me reflète. Genre, il y a des morceaux où je parle d'amour, des morceaux où je parle de sexe, des morceaux où c'est de l'amusement, tout simplement, des morceaux un peu plus conscients. Et je pense que c'est ce qui fait un homme. Donc, avec les Hello, on a fait quand même pas mal de morceaux. Aujourd'hui, tu rassembles à peu près tous les morceaux qu'on a fait. Ça peut facile te faire un projet écoutable, vu que c'est pas aucun son ne se ressemble. C'est pas avec n'importe quel artiste que tu peux faire ça. C'est un mec avec qui on est super proche. On enregistre dans le même studio. On a le même ingé son. Thomas André, c'est ça? Thomas André, Thomas Khalas. Et ça se fait naturellement. La musique, elle se fait naturellement quand il enregistre ses sons. Il y avait déjà une alchimie entre nous et aujourd'hui, elle s'est décuplée depuis qu'il bosse avec Thomas. Je veux revenir sur un truc que tu as dit sur ton envie de ne pas rester immobile, en tout cas musicalement. Est-ce que, tout de même, dans ton envie de parler de sujets sérieux, de plus en plus, t'as pas peur que du fait d'avoir des morceaux comme ça où t'es plus cru, on va dire, ça vienne pas parasiter ton envie de porter un message aussi? Non, du tout, du tout. Je pense que c'est au contraire. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément la même conscience que moi, qui n'ont pas vraiment vécu ce que j'ai vécu, qui passent au track d'après ou celui d'avant, ils entendent certains messages et c'est vraiment ces personnes que je vise. Au bout d'un moment, si tu es un artiste et que tu te limites à que faire du conscient, que faire du truc, tu parles aux mêmes personnes, à vrai dire. Et moi, ce que j'aime, c'est parler à des personnes différentes, qui viennent de milieux différents. Et pour moi, c'est ça qui crée mon auditoire. Des gens qui viennent de partout, des gens qui aiment turn up, des gens qui aiment les chansons un peu de love, etc. Pour moi, l'exemple ultime, c'est Drake. Drake, c'est ça. L'information, tu sais pas. Il va t'annoncer un son, demain, tu sais pas sur quel pied tu vas danser. Et pour moi, c'est ça qui fait l'artiste. Un artiste qui sort un morceau, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Tu peux aimer, mais l'excitation, elle est pas... Il n'y a rien d'excitant. Il y a des artistes qui t'excitent. Tu sens qu'ils ont une large palette, tu sens qu'ils vivent leur truc, etc. Et c'est à cette table que je veux m'asseoir. Multifonction, comme dirait Dan. Multifonction. Vas-y. Elle était trop bonne. Je n'ai jamais connu ça avant. Cette folle. Je comprends pourquoi elle doit croquer cette pomme. Elle rend faible l'homme. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique et c'est surtout bonne. C'est bonne, ouais. Le morceau avec le Juice dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Elle était trop bonne. Je n'ai jamais connu ça avant. Cette femme. Moi, je comprends pourquoi elle doit croquer cette pomme. Elle rend faible l'homme. Oh, yeah. Il y a souvent les questions amoureuses qui reviennent dans tes chansons, ça fait pas exception sur cet album-là. Il y a aussi Ce soir je sors, Les belles histoires, Oui et non, etc. Pour moi, il y a un peu deux choses qui rendent spécial ce morceau. D'abord, le fait que tu reprennes Bam Bam de Sir Nancy. Ça vient d'où cette envie? Cette envie, elle vient depuis longtemps. Je voulais faire un morceau reggae. J'avais déjà bossé des morceaux comme ça, mais qui ne sont jamais sortis. Et un soir, j'étais à une soirée confinement avec le Juice. Et on était à l'écart, on fumait des gros blunts. On sait pas, elle avait ramené des Bakou. Je la regarde et j'avais en tête une vidéo de Sister Nancy qui fait un concert live. Elle a un joint dans la main droite. Elle tient son micro avec un joint et dans la main gauche, une liqueur, je ne sais quoi. Et je la regarde, je lui dis, mais c'est toi ça. Tu devrais faire un son comme ça. Elle me parle en mode, ouais. Du coup, on était dans la France D et tout, ouais. C'est pas que moi, je suis un mec, je suis jusqu'au boutiste. Je te dis ça, peut-être en rigolant, mais je vais rentrer chez moi. Je rentre chez moi, j'appelle Medellin. C'est un mec, Medellin, lui, c'est un mec super réactif. De toute façon, il vit pour le son. J'envoie Sister Nancy, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire cette prod? Je devais dormir et il me répond à 8h. 10h, j'ai de la prod. Midi, je suis chez Thomas. Le soir, je l'envoie au Juice. Elle me répond, t'es un bâtard. Et on tue ça. Et ça s'est fait comme ça. Justement, moi, il y a la deuxième chose qui je trouve le rend spécial, c'est l'inversement des forces. C'est-à-dire que là-dessus, c'est la femme qui est dans ce morceau-là, qui est en position de force comparée à cet homme que tu incarnes, qui est complètement rendu fou par le désir sexuel, tu vois. Et c'est elle, en fait, qui est en position de force. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, comme manière de procéder. Et comme je dis tout à l'heure, c'est biblique. La phrase que je dis, je comprends maintenant. Mais quand tu te mets à la place d'Adam, tu n'aurais pas croqué cette pomme. Le désir. Moi, je suis un mec qui, j'ai pas honte de le dire, j'aime la vie. J'aime la vie, les désirs, c'est ce que ça veut dire. Elle était trop bonne. Elle était bonne comme Ahia, bonne. J'ai jamais connu ça. On passe au suivant. Plus tard, je dirai à mon fils de faire attention aux meufs, ces créatures ont du vice. Et de faire gaffe aux mecs aussi, parce que ceux qui t'appellent sont souvent ceux qui te trahissent. Ça, c'est elles ont trop joué avec mon cœur. Plus tard, je
dirai à mon fils de faire attention aux meufs, ces créatures ont du vice. Le titre, il s'adresse à des femmes, mais en même temps, là, sur ce passage-là, qui ouvre le premier couplet, tu parles aussi bien des femmes que des hommes. Cette méfiance et cette paranoïa que tu exprimes là, c'est quelque chose que tu as connu, qui est encore de l'ordre du fictif, ou ça continue à t'affecter aujourd'hui dans les choix que tu peux faire dans ta vie? Ça m'affecte dans les choix que je peux faire dans ma vie. C'est des choses traumatisantes quand tu es sincère avec quelqu'un et que tu t'aperçois que c'est pas réciproque. C'est traumatisant pour la vie. Donc après, à vrai dire, à la suite, je continue à faire... Enfin, tu fais de plus en plus attention. Tu mets un filtre. Et à vrai dire, tu devrais pas, parce qu'à côté de ça, tu rencontres quand même des gens qui sont quand même bienveillants, qui sont quand même clairvoyants, etc. Il fallait que je souligne aussi le fait qu'il y a des mecs aussi parce qu'on parle souvent de rupture, de chagrin d'amour. On dit c'est un goumin. Parfois, tes potes peuvent te briser le cœur autant qu'une ça fait beaucoup plus mal. Et je l'ai vécu fort. J'ai vu à quel point l'humain était méchant à mon égard, à l'égard de mes frères, de ma mère, ce qu'on a fait, ce qu'on a œuvré, sans rien demander en retour, tu vois, parce que quand tu vis dans un tiers-quart, tu t'œuvres pour ta communauté. Dans le sens, plus tard, je dirais à mon fils, par rapport aux expériences que j'ai vécues. N'importe qui, tu leur demandes, ouais, qu'est-ce que Davidson ou Joker t'ont fait? Vraiment, pour de vrai, allez, vas-y, parle. Pourquoi? La personne ne pourra rien dire. Mais je vais dire honnêtement, on va parler français, je l'ai vécu à la séparation de la MZ, tu vois. On a vu, moi, mon frère, comme les mecs qui ont fait de telle sorte à ce que le groupe se sépare, or que non. Et certaines personnes qui étaient impliquées dans le truc, ça les arrangeait, ça, que les gens pensent ça. Je me suis dit quoi avec mon frère? Vas-y, qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens croient ça, vas-y, tant pis, on va envoyer du son. Et aujourd'hui, c'est le son qui a gagné. Et c'est ça que je vais expliquer à mon fils quand il sera beaucoup plus grand. C'est que t'attardes pas sur l'amour. Sois franc avec les gens, même si en retour, tu te sens un peu blessé ou trahi ou meurtri, n'oublie pas que vas-y, tranquille, la vie, elle continue. Avance, et t'inquiète pas que la vie, elle va te le rendre. En gros, c'est ce que ça veut dire. Très bien. On passe au dernier. Je voulais aller au paradis, on m'a dit que j'étais une cause perdue. N'ayez pas pitié de moi les mecs, je vous en prie. Et surtout ne priez pas pour moi non plus, Seigneur n'oublie jamais ses fils. Ouais. Quel morceau 666. Qui conclut cet album, justement. Je voulais aller au paradis, on m'a dit que j'étais une cause perdue. N'ayez pas pitié de moi les mecs, je vous en prie. C'est des questions que tu te poses souvent, ces questions sur tes choix et ta moralité, tes choix de vie, ta moralité et sur les conséquences que ça pourrait avoir plus tard. Grave. Je suis un mec qui réfléchit beaucoup, je me fais des films. Je suis un mec très, très curieux, ultra curieux. Et souvent, t'as des réflexions un peu sur la vie. Des fois, tu penses à Dieu, etc. Et par rapport à moi, mon train de vie, j'ai beaucoup entendu des gens dire « Ouais, toi, tu iras en enfer » ou oh, ça dit pas d'aller à l'église, ou bien ça dit pas d'aller à la mosquée, etc. Et Dieu demande de faire le bien autour de soi. Moi, je connais des mecs qui vont à l'église, ou bien des meufs qui vont à l'église tous les jours, et dans la vie de tous les jours, c'est des enculés. Comme je connais des gens qui vont à l'église tous les jours, et dans la vie, ils sont bons. Je connais des gens qui vont à la mosquée tous les jours, dans la vie, ils sont bons. Comme des gens qui vont pas à l'église, qui pratiquent pas, et dans la vie, ils sont bons. C'est-à-dire, c'est l'être humain, c'est soi-même. Je pense que la foi, c'est quelque chose de personnel, et que t'es pas forcément obligé d'appartenir à une religion ou quoi qu'est-ce pour être un homme bon. C'est ce que je voulais dire. Les gars, n'ayez pas pitié de moi si jamais vous ne me voyez pas à côté de vous le dimanche ou le vendredi ou dans des lieux saints, dans des lieux cultes. Mais Dieu reconnaît ses fils. Parce que Dieu reconnaît ses fils. Dieu sait qui est qui. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces morceaux sur ton album. Ça tue. On passe tout de suite à la rubrique suivante. Terrible. Troisième rubrique de cette interview carrée qui s'appelle le classement. Ok. Je t'ai ramené un petit truc. C'est ta discographie en solo. Wow. Sans le dernier album, parce qu'on l'a pas encore en physique. Alors on a un peu triché parce qu'il y en a qui sont sortis en dématérialisé, donc on les a imprimés, tu vois, les EP notamment. Donc voilà, 2 EP, une mixtape, puisque je crois que je suis Big Daddy était considéré comme une mixtape, et les 3 albums qui sont sortis physiquement. Je te propose un petit jeu. On va revenir un petit peu sur chacun de ces projets et un petit peu le ressenti que tu as maintenant un petit peu avec le recul, et puis c'est de les classer. Okay. Par ordre de préférence, tu vois. Là, je les mets par ordre généalogique, là. De tous les projets que tu as sortis, là, comme ça, à chaud, c'est lequel que tu retiens le plus? Jog Pololo, parce que ça, en fait, ça a mis un terme à ma période de doute qui est Big Daddy Jog et je suis Big Daddy.
La période où j'arrive tout seul dans l'industrie musicale. Et vraiment, pour moi, le projet qui a confirmé, pour moi, hein, je parle pas de retour, qui m'a poussé à me dire, vas-y, c'est bon. C'est à partir de là que tu as eu des certitudes, peut-être. À partir de là que j'ai eu des certitudes. Ces deux projets, je les ai faits dans le doute total. Ils sont lourds, hein. Ils sont lourds. Là, je regarde les tracklistings, c'est trop. Mais à chaque fois, tu as toujours eu des petits tubes sur chacun, tu vois. Je pense sur Big Daddy Joke, tu avais quand même la mélodie des quartiers pauvres. Là, tu avais un morceau comme Mariama aussi, par exemple. Ça. Ils se sont quand même faits dans des positions où c'était dur pour moi, quand même. Okay. Par rapport, tout à l'heure, on parlait à la séparation du groupe. C'était dur. Mais ce projet, c'était quoi, 5 titres? Ouais, c'était un 5 titres, ouais. 5 titres, Jok Pololo, c'était le... Vas-y, j'en ai plus rien à foutre, en fait. J'en ai plus rien à foutre et... Ah, on y va. Et donc, il vient effectivement conclure une période où tu sors EP, et donc ce qui est considéré à l'époque comme une mixtape. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un regard différent. Ça pourrait presque peut-être être un album. Je suis Big Daddy. Et sur les albums qui ont suivi, finalement? Après les albums qui ont suivi... Donc, Jok Rambo qui sort en 2018. Jok Travolta en 2019. Ça, c'est un nouveau. À partir de là, en fait, il y a eu beaucoup de personnes, même à partir de Jok Pololo, qui n'y croyaient plus, qui ne croyaient plus en moi. Et c'est ce projet qui a fait fermer la gueule à beaucoup de gens. J'ai eu la chance de... La dictature, on s'est affilié à Lowood à partir de ce projet. On connaît la suite, il y avait beaucoup même des tourneurs, comme on dit, moi je suis un mec qui aime les tourner. À cette époque-là, en fait, j'étais tellement dans une période de doute, en me voyant chelou aussi quand même, où il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos, etc. Et ça a été compliqué. Et Jok Pololo, il m'a redonné une seconde vie. Parce que c'est dur quand même pour un artiste qui sort d'un groupe d'affirmer son nom. Il n'y en a pas beaucoup. Un groupe avec lequel vous avez rencontré un vrai succès. On se souvient, par exemple, si on doit retenir juste ce morceau-là, Les Princes, ça a quand même été... c'est quoi, c'est un diamant, un platine? C'est un diamant. Un diamment, ouais. Après celui-là, eux tous, hein, franchement, ils se suivent. Ouais. Ils se suivent, Jok Rambo, Jok Travolta, Jacques Chirac. Non, c'est des trucs avec lesquels j'ai pris du plaisir. Pour toi, ils sont un peu ex-aequo, c'est ça? Ouais, c'est la continuité, tout. J'ai enregistré tout ça comme morceau. Hein. Et oui, hein. Sur Big Daddy Joke, il y avait 7 titres, si je dis plus de ski. Ouais, 7 titres. Avec Indépendante, Big Daddy Joke, La Mélodie des quartiers pauvres, Squall. Et je suis super productif. Et quand je vois tout ça, je vois aussi les sons que j'ai... Des morceaux que j'ai enregistrés pour Jok Travolta. Je me disais, vas-y, il sera pour le prochain Jacques Chirac. En fait, non. À côté de ça, il y a quand même pas mal de morceaux qui sont jamais sortis. Hein. Et 6ème République, il a quelle place dans tout ça, là? Si celui-là, il est premier, ceux-là, ils sont peut-être un peu après parce qu'effectivement, tu te cherchais, et ceux-là, ils sont ex-aequo peut-être après celui-là. Quelle place il a 6ème République? Il sera à côté de celui-là, je pense, Jok Pololo. Même par rapport à l'histoire de comment il s'est fait. C'est une boucle où je suis revenu à là, en fait. C'est pas comme si j'ai baissé de niveau parce que j'ai fait que de progresser. Mais mentalement, je me suis remis aux 5 rues du Chevaleret. Avec l'époque dans laquelle on vit, les remises en question, etc. Il me fallait quand même ça. Je le mettrais à côté de Jok Pololo. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de ta discographie, d'être revenu un peu là-dessus. On va passer tout de suite à la dernière rubrique. Joker, dernière rubrique de cette interview carrée, le son. Je vais te jouer un morceau qui, je crois, a de l'importance pour toi dans ton parcours d'auditeur et de rappeur. On écoute un tout petit peu et on en discute après. Ça, il m'a dit, le meilleur groupe de l'histoire du rap. Pour toi, les Bone Thugs and Harmony, donc c'est ceux qu'on est en train d'écouter, c'est le meilleur groupe de l'histoire du rap. Le meilleur groupe de l'histoire du rap. Ils ont révolutionné le truc dans le sens où les mecs, ils t'échangent, les mecs, ils débitent. Musicalement, t'écoutes un projet des Bone Thugs du début à la fin. C'est ouf. C'est ouf. De l'intro à l'outro, des morceaux a cappella, des voix, des trucs. C'est gangsta, c'est les Bone Thugs. Je mettrais juste derrière eux 3-6, mais les deux, c'était un clash même carrément pour eux. Bien sûr. Le clash, c'est qui le leader de ce truc en gros. Mais non, les Bone Thugs, c'est... Il y a le côté plus harmonieux peut-être. Harmonieux. Des Bone Thugs qui te plaît plus que chez la P6. Si, c'est des voix, c'est... Tout à l'heure, on parlait de voix féminines. Il y a une complémentarité des voix chez eux. Il y a une Et sur ce morceau-là, sur ce morceau, mais même sur plein d'autres morceaux, il y a beaucoup de voix, beaucoup de meufs, même le son avec Easy, là, First of the Month, for the love of money. Ce refrain est dans ma tête tous les jours. On aurait même pu mettre celui-là aussi, mais Thuggish Wuggish Bone, c'est vraiment
Aujourd'hui, il peut sortir, ça pète. C'est, je sais pas, ça va être quoi, 94? 94, absolument. Non, pour moi, c'est, il n'y a pas d'eux, il n'y a pas mieux. Quand je dis ça, ça peut paraître pour faire un mec qui fait l'ancien, qui fait le puriste, non, mais j'invite tout le monde à se renseigner sur ce groupe, à écouter et t'en ressors plus grand après avoir écouté les Bone Thugs. Par exemple, pour moi, le meilleur couplet de Notorious Big, c'est son couplet dans Notorious Thugs. Ok, les mecs, ils ont inventé un truc. Ils ont créé un truc. Moi, j'aime, comme tout à l'heure, on parlait de recherche et tout. Moi, je suis pour la recherche dans le rap. Et ils ont contribué beaucoup même à moi, ce que je fais aujourd'hui. Des mecs de quartier qui chantent. Tu peux même chanter tu peux même parler de meurtre en chantant et c'est archi beau. Tu peux le chanter à ton enfant. Are you this me? Mon murder, mon murder, mon murder, mon murder. Et ça, tu peux chanter à un enfant, il va s'endormir. Et c'est dingue. Ils ont une matrice chelou. En tout cas, il y a vraiment effectivement deux choses qui rapprochent, je pense, les Bone Thugs de toi quand on y pense. C'est effectivement ce truc que tu disais, c'est-à-dire d'être un chanteur et KR en même temps. Bah, Bone Thugs, c'est ça, c'est voyou. Et voyou jusqu'à l'os. Voilà, exactement. Et puis il y a ce côté très sur qui on n'aurait pas parié au départ. Tu sais, c'est un groupe qui vient de Cleveland. Cleveland. Tu vois, j'ai l'impression qu'un peu dans ton parcours, que ce soit avec l'AMZ jusqu'à aujourd'hui, il y a ce côté, on est des gens sur qui on n'aurait pas misé au départ, en quelque sorte. C'est vrai. Et c'est typique ça. C'est typique ça, des mecs qui viennent pas, surtout à l'époque, ils viennent pas de Californie, ils viennent pas de New York, ils sont de Cleveland. Cleveland, c'est le Midwest, ce qu'on appelle le Midwest. Ouais. Cite-moi un artiste, si c'est pas eux, de Cleveland. On a eu 3-6, ils ont eu aujourd'hui, il y a des NL Choppa, tout ça, qui sont de Memphis et tout, donc il y a quand même eu des mecs qui ont émergé après eux, mais Bone Thugs, c'est là où tu confirmes le truc, qu'il n'y en aura pas deux. Comme il n'y aura pas de MZ, comme il n'y a pas de Joker. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir parlé des Bone Thugs. Merci. Merci à toi, Joker, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour cette interview carrée. Toujours un plaisir d'être dans ce lieu emblématique du rap français. Tu espères sans doute qu'on puisse retourner sur les routes, justement. J'attends que ça. Pour pouvoir défendre cet album et ta musique. J'attends que ça, j'attends qu'on puisse enfin se refaire des câlins, se refaire des bisous, se donner de l'amour, tout simplement. J'attends que ça. Bon, bah, en espérant que tu puisses refaire des concerts bientôt. Merci encore en tout cas à toi. Merci beaucoup, terrible. Portez-vous bien, salut. Dans ce milieu, toi dans la boîte à gants. Vive Arsenic, vive le Wu-Tang Clan. Nique la police, nique le Ku Klux Klan.